Au 25e millénaire, le système solaire et les systèmes voisins, qui ont été colonisés par l'humanité pendant l'âge de la technologie, sont coupés des voyages interstellaires et de toute communication astrotélépathique. Cela est dû aux énormes tempêtes warp qui balayent la galaxie alors que l'immatérium est secoué par la gestation millénaire du dieu du chaos Slaanesh, ainsi qu'aux turbulences qui ont marqué la décadence de l'Empire Aeldari. Pendant cette période sombre, Terra domine parfois le système solaire, tandis qu'à d'autres moments, les dirigeants de Mars ou de Luna s'imposent. Les différents mondes colonisés du système se retrouvent constamment en guerre. Au cours de cette longue période d'anarchie, de peur et de violence qui durera 5000 ans, qui prendra le nom d'ère des luttes ou longue nuit, le gouvernement planétaire autrefois unifié de Terra s'effondre et est divisé en dizaines d'états arriérés et en tribus de soi-disant techno-barbares. À partir du 27e millénaire, une guerre continue fait rage à la surface de Terra et ce, pendant les 2500 années qui suivront. Les seigneurs de guerre techno-barbares et leurs hordes de guerriers se battent continuellement sur la planète, qui n'est plus qu'un immense champ de bataille pour leur guerre d'usure. Ils utilisent des armes de destruction massive chimiques, biologiques et même thermonucléaires, et transforment lentement le berceau de l'humanité en un désert post-apocalyptique abîmé sur la majeure partie de sa surface meurtrie. Des générations de guerre font de la planète un terrain vague ponctué de forteresses fortifiées construites au milieu des décombres des civilisations perdues. Et ses habitants constituent une masse de nomades dégénérés et sauvages. Il ne reste plus grand-chose de la civilisation autrefois sophistiquée et du passé glorieux de l'ancienne Terre, en tant que centre d'une civilisation interstellaire humaine croissante, marquée par une science avancée, une haute culture et des technologies merveilleuses. C'est alors qu'au 29e millénaire, au plus fort de la longue nuit, qu'un être exceptionnel, auparavant resté dans l'ombre, se révèle à l'humanité désespérée et se lance à la conquête de Terra pour en rassembler les États divisés en un régime unique. Cet homme se fera connaître sous le titre d'empereur. Les conflits qu'il va mener sur Terra seront appelés les guerres d'unification, dont l'issue posera les bases du futur impérium de l'humanité. Tout au long de l'ère des luttes, des prophètes fous, des rois bouchers cyber-augmentés, des seigneurs de guerre vivisecteurs et des démagogues religieux dirigent les tribus en guerre de l'ancienne Terre, et le monde est ravagé par un conflit sans fin alors qu'un tyran en supplante un autre. De petits empires se lèvent et se désintègrent, des tribus se forment, sont détruites puis reformées, et d'innombrables milliards meurent inconnus et oubliés. C'est dans ce contexte d'oppression, de violence et de brutalité permanente que l'empereur de l'humanité se révèle pour la première fois au peuple de Terra, à partir du 29e millénaire, et devient un seigneur de guerre féodal plus puissant que tous les autres. Son pouvoir réside dans sa rationalité et sa prévoyance, ainsi que sa maîtrise de la science, aussi inégalée que sa puissance de guerrier, bien que peu soupçonnent alors la véritable portée de ses pouvoirs. Il ne se fera connaître que sous le titre d'empereur. En effet, nul ne connaît son nom de naissance, et il ne possède pas de véritable visage, car il en a porté 1 million au fil des millénaires, selon ses besoins ou ses envies. La raison pour laquelle nul n'a entendu parler de lui avant que celui-ci ne se révèle réside dans sa capacité surnaturelle à ériger des façades afin de se mouvoir et à porter des masques psychiques occultant sa présence et son identité. Il est un perpétuel, un individu issu d'une branche mutante de l'espèce humaine et possédant des capacités dépassant l'entendement, effectivement immortel, ne vieillissant jamais et capable de guérir de n'importe quelle blessure, survivre à des démembrements, à la suffocation, la décapitation et même à des attaques directes d'énergie. En secret, l'empereur a planifié son avènement pendant des millénaires, depuis que l'ère des luttes a fracturé ce qui restait de l'ancienne fédération humaine qui s'était autrefois étendue à travers la galaxie. En effet, il expérimente sur le code génétique humain afin de se forger une arme pour les conflits à venir.
Il mène ses expériences depuis ses laboratoires génétiques situés dans les vestiges d'un ancien bastion des Sigillites, une organisation secrète et ancienne d'hommes et femmes dédiés à la collecte et la sauvegarde des plus grands artefacts culturels de l'humanité, afin de les préserver de la folie destructrice omniprésente. Ces Sigillites se mettent en quête également de soustraire aux tyrans régnant sur la planète les pires armes de destruction pour protéger sa surface déjà bien meurtrie. Malheureusement, avant l'avènement de l'empereur, cet ordre sera dissous et ses membres disparaîtront sans laisser de traces. Leur dernier membre survivant, un homme nommé Malcador, poursuivant l'œuvre de son ordre disparu, fera alliance avec l'empereur nouvellement révélé et lui mettra à disposition la forteresse himalayenne des Sigillites et les équipements de recherche qu'elle contient. Il deviendra son premier et plus fidèle conseiller et ami, et sa forteresse constituera les fondations de ce qui deviendra plus tard le palais impérial. Depuis ses laboratoires génétiques, l'empereur mène des expériences sur de féroces combattants techno-barbares recrutés au sein de son armée naissante. Il leur implante des ajouts biologiques à maturité complète et des améliorations mécaniques afin d'accroître leur force, leur résistance et leur vitesse. Ces guerriers sont créés pour le combat et passent chacun de leurs instants à l'entraînement. Ils ont le corps pris dans une armure à énergie qui enferme leur torse et leurs bras en raison de l'importance primordiale de ces parties du corps en combat rapproché. Ils sont armés d'épées tronçonneuses et de fusils d'assaut imposants, appelés bolters, et portent des plaques d'armure de bronze poli, d'énormes pactages dorsaux ventilant la chaleur excédentaire ainsi que des plumées écarlates au sommet de leur casque, qui constituent l'armure tonnerre Mark I. Ces hommes saluent avec le poing fermé contre leur poitrine et arborent l'emblème de la foudre, blason personnel de l'empereur. L'élite de cette première génération de super soldats génétiquement modifiés est connue sous le nom de guerriers tonnerres, ou Legio Kataegis en haut gothique, conçus pour être des tueurs vicieux. Grâce au génie génétique et à la sélection, ces génosoldats présentent de nombreuses caractéristiques du parfait guerrier humain. Ils sont physiquement plus résistants, plus forts et capables de subir plus de dégâts que n'importe lequel de leurs ennemis techno-barbares inchangés. C'est également à cette époque que l'empereur, au moyen de techniques datant de l'âge de la technologie, impliquant des décennies d'augmentation alchimique, de conditionnement psychologique et cognitif, ainsi que d'entraînement mémétique, crée des guerriers parfaits, à la fois ses gardes du corps et ses conseillers. Des milliers d'aspirants ne survivent pas au processus de création, du fait de son intensité et sa brutalité. Cela limite de fait les effectifs de cette nouvelle organisation, que l'empereur ne peut pas utiliser pour mener ses batailles. C'est pour cela qu'ils seront surnommés les 10 000, de leur vraie dénomination, Legio Custodes. Ils seront menés par le plus redoutable d'entre eux, Constantin Valdor. En parallèle, l'empereur lance un grand projet de génie génétique semblable à nul autre. En utilisant son propre ADN comme modèle de départ, il crée 20 clones élevés en cuve, insufflant à chacun une part spécifique de sa personnalité et de ses pouvoirs. Ces clones, il les appellera Primarques et les considérera comme ses fils. Toutefois, avant que les Primarques n'arrivent à maturité, un cataclysme warp inexpliqué les enlève à leur père, les dissémine à travers la galaxie. Par chance, l'empereur dispose d'une réserve suffisante de leur génome qui, combiné au plan génétique des guerriers tonnerres, et avec l'aide d'une chercheuse experte en manipulation biologique, nommée Astarté, lui permettent de créer un nouveau type de super soldat. Ceux-là doivent être plus stables, plus endurants, plus polyvalents et plus disciplinés que les guerriers tonnerres. Ils sont créés en plus grand nombre, manufacturés par lot, tout comme les armes standardisées que crachent déjà les lignes de production impériales. Tandis que les custodiens prennent déjà place aux côtés de l'empereur, les Astartes, ou Space Marines, nécessitent du temps avant leur prise de service effective. C'est pourquoi ce sont les guerriers tonnerres qui accompagneront l'empereur dans sa campagne de réunification de Terra, qui constituera le début effectif des guerres d'unification. Avec son armée massive de guerriers génétiquement améliorés, qui composent les premières unités de l'armée impériale,
l'empereur commence sa conquête de Terra avec l'intention de réunir les techno-barbares, en guerre les uns contre les autres, au sein d'un gouvernement planétaire unifié. Là où l'empereur s'impose, les idoles de la peur et de la foi aveugle sont renversées, et l'ordre et la rationalité sont élevés à leur place comme symbole de l'unité des peuples de Terra. Une fois déchaînées, ces armées balayent devant elles comme le blé devant la faux du moissonneur, jusqu'à ce que tous les chefs de guerre techno-barbares soient vaincus sur le coup ou acceptent par la diplomatie de se soumettre à sa volonté. La tyrannie pan-pacifique, unifiée par le règne de son tyran Nartan Dum, tombe sous les coups des guerriers tonnerres, suivi par le bloc indonésique, dirigé d'une main de fer par son ethnarque, le cardinal Tang. La libération de cette partie de Terra révélera l'existence de camps de la mort et de génocides qui ont fait des millions de victimes sous le règne de Tang. Le seigneur de guerre Callaghan, despote cruel d'Ourche, qui a conquis des domaines d'une ampleur considérable, jusque dans les conclaves du nord d'Afrique, fait également face aux armées impériales avec son host significatif d'irréguliers, allié à ses forces principales, les lanciers de Tupolev et les moteurs rouges. Lui non plus ne peut pas rivaliser avec les soldats génétiquement modifiés de l'Imperium. La guerre se poursuit sans relâche, jusqu'à ce que finalement toutes les factions techno-barbares de l'ancienne Terre promettent fidélité à l'empereur. La dernière bataille des guerres d'unification, connue sous le nom de bataille du mont Ararat, se déroule dans le royaume d'Urartu. Cet ultime affrontement prend fin à la 712e année du 30e millénaire, et seules demeurent alors des poches de résistance isolées aux divers coins de la planète. Enfin, Terra est unifiée pour la première fois depuis des millénaires. Luna, devenue déserte et isolée durant l'ère des luttes, est reconquise pour redevenir une étape pour les voyages interstellaires à venir. Cependant, avec la paix qui se profile, l'Imperium naissant fait face à un problème de taille. En effet, les guerriers tonnerres ne sont pas comme les Astartes qui les suivront. Ils ont été créés uniquement pour la guerre et ne sont pas adaptés à d'autres activités. Une fois la paix revenue sur Terra, ils posent inévitablement un risque pour la stabilité du nouvel État, par leur existence même. Les défauts de leur conception se font jour. Une grande instabilité mentale et des décès prématurés dus à un effondrement métabolique dans leur rang commencent à se manifester. En effet, les guerriers tonnerres ont été améliorés en tant qu'hommes adultes matures, et leur corps se rebelle souvent contre les changements génétiques qui leur ont été imposés, seulement quelques courtes décennies terriennes après la transformation. Au début, l'empereur ne remplace tout simplement pas leur nombre alors qu'ils tombent au combat ou dans la folie. Mais rapidement, les guerriers tonnerres réalisent que leur créateur les a maudits avec une courte durée de vie en raison de leurs augmentations génétiques imparfaites et se retournent contre lui pour ce qu'ils considèrent comme une trahison. Ils seront finalement abattus après la victoire de la dernière bataille des guerres d'unification, au pied du palais impérial situé dans les montagnes de l'Himalaya par la Legio Custodes, les seuls soldats des armées impériales capables de les vaincre. En effet, c'est un groupe de plusieurs centaines de custodiens, dirigé par le légendaire Constantin Valdor, et accompagné de plusieurs milliers de prototypes d'Astartes de la première légion des Space Marines nouveau-nés, qui se tiennent à la défense de l'empereur, effectuant un abattage impitoyable des génosoldats obsolètes et rebelles. Bien que certains guerriers tonnerres réussissent à échapper au massacre, la grande majorité de ceux qui survivent aux guerres d'unification meurent aux mains de leurs alliés, quand leur propre corps ne se retourne pas contre eux. Les techno-barbares soumis, les guerriers tonnerres annihilés, Terra est conquise au nom de l'Imperium. Cependant, l'empereur sait qu'il ne suffit pas simplement d'assurer la victoire militaire. L'amélioration et la restauration de l'humanité exigent davantage. C'est ainsi qu'avant même que la victoire sur Terra ne soit remportée, l'empereur et les âmes savantes qu'il a rassemblées auprès de lui commencent à expérimenter la génétique. Cela est fait avant tout pour stabiliser la population existante de Terra et pour recréer la race de l'humanité telle qu'elle était avant que des tempêtes de radiation et des générations d'armes virales et alchimiques ne ravagent la planète. L'empereur s'attelle à la purge du propre génome de l'humanité et à sa restauration à une ligne de base de ce qui pouvait être considéré comme véritablement humain, tel que ce terme avait été défini avant l'ère des luttes. Pour lui, la galaxie doit appartenir à l'humanité, mais ce doit être la même humanité qu'il a aimée et servie pendant la plus grande partie de sa longue vie. L'unification de Terra n'est alors que le début. Il se rend ensuite sur Mars et rencontre les adeptes du culte Mechanicus.
en échange de l'utilisation de la vaste manufacture de l'ancien Mechanicum, du déploiement de ses légions de titans, de chevaliers, de légions Skitarii et des chantiers navals orbitaux pour construire l'armement et les vaisseaux spatiaux dont il aura besoin pour ses projets, l'empereur accepte d'accorder au Mechanicum une autonomie complète sur Mars et ses autres mondes forges, ainsi qu'une exemption à l'athéisme exigée par la vérité impériale. Cet accord, connu sous le nom de Traité de Mars, ou Traité de l'Olympe pour le Mechanicum, marque la véritable fondation de l'Impérium de l'Homme, dans l'alliance entre Terra et Mars, et le début d'une nouvelle ère d'espoir sous la direction éclairée de l'Empereur ou, pour les Martiens, l'Omni-Messie. C'est le début de la Grande Croisade, une campagne titanesque qu'il mènera personnellement pour réunifier toutes les planètes de l'humanité sous une seule bannière, la sienne, celle de l'Impérium de l'humanité.